Il n'y a pas de fait divers sans personnage fort. Le People touche toutes les catégories de la société, donc y compris les personnages de faits divers. Un fait divers avec des people, c'est une histoire avec des personnes déjà connues. Donc du coup, on a la bonne histoire, écrite toute seule, pas la peine de l'écrire, elle a déjà eu lieu, il n'y a plus qu'à la raconter. Et en plus, on a des bons personnages. On ne supporte les stars que parce qu'elles dérapent. Si une star était un vrai dieu et était parfait, ça serait insupportable et tout le monde la détesterait. Il y a une demande aujourd'hui des rédactions en chef dans les journaux pour couvrir le people mêlé aux faits divers. People, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens. Bon, les faits divers, c'est toujours des histoires de gens. Après, dans ces faits divers, certains personnages ressortent. Et ces gens-là, on les héroïse, entre guillemets. Nous sommes dans les locaux de Grazia, dernier né des journaux féminins haut de gamme, lancé en septembre 2009. Cas particulier, Grazia est aussi le seul féminin à traiter de faits divers. L'idée en est venue un jour au chef des infos du magazine. Moi personnellement, j'ai envie de lire ça, ça m'intéresse, voilà, et puis ça plaît aux lectrices, tu vois, ça plaît aux gens, il y a une vraie attente sans tomber dans une espèce de populisme, tu vois, mais les gens, ils ont envie de lire des histoires. Et les faits divers, c'est le type de sujet sur lequel tu peux le mieux raconter des histoires. J'ai la faiblesse de croire que, mais bon, voilà, rien n'est gagné et qu'on a réussi à trouver le traitement Grazia. Pas trop trash, pas rentrer dans les détails des gens. Il y a des faits un peu sordides qu'on passe volontairement sous silence parce qu'on n'a pas envie d'être dans le crapoteux, raconter on n'a pas envie de voir la scène des crimes, comment ça s'est passé. Enfin, voilà, on élague certains aspects de l'histoire pour pouvoir être le plus Grazia possible, le plus chic possible. Chic pour le féminin Grazia, branché pour le magazine People Voici. Aujourd'hui, le fait divers est partout. Le fait divers fait fantasmer, le fait divers révulse ou passionne. Le fait divers a ses stars, victimes ou assassins. Le fait divers se peopleise. À longueur de journaux, d'émissions de radio, de magazines télé. 50 minutes inside, l'émission People de TF1 traite autant de people que de faits divers. Une nouvelle revue sort au nom sans ambiguïté, Serial People. Une quinzaine d'émissions lui sont consacrées à la télévision et une étude de l'INA rapporte qu'en 10 ans, les faits divers sont passés de 630 sujets dans les JT des chaînes hertziennes à 1710, occupant aujourd'hui 10% de chaque journal télévisé. Moi, je crois que les chaînes de télévision en programment de plus en plus parce que le public aime ça. Donc, de la part de la chaîne, c'est pragmatique. Elle voit bien que quand on met du fait divers à l'antenne, ça fait souvent une bonne audience, voire une très bonne audience en ce qui concerne Faites entrer l'accusé. C'est une histoire qui ressemble à un roman noir. Star incontesté du genre avec son émission Faites entrer l'accusé sur France 2, Christophe Ondelat a son idée sur les raisons pour lesquelles le fait divers marche à la télévision. La plupart des téléspectateurs viennent voir une émission de fait divers un peu pour voyeurisme et un peu pour s'interroger eux-mêmes sur leur capacité à passer à l'acte en telle et telle circonstance, parce que dans un coin de leur tête, il y a ça, il y a cette idée que moi peut-être, je pourrais, ou je ne pourrais pas, ou j'ai failli, ou j'ai été tenté, ou l'idée m'a traversé l'esprit. J'aime bien la nature humaine, je la trouve formidablement intéressante, je ne la comprends pas complètement. Et je trouve que dans le fait divers, on arrive à une espèce d'état de paroxysme, quoi. C'est-à-dire qu'on en arrive à une espèce de point de rupture. Personne n'a l'air de lire des faits divers, personne n'achète de nouveaux détectives, et en même temps, c'est des journaux qui se vendent bien, et dans la presse quotidienne, c'est les pages qui sont les plus lues. Pourquoi? Parce qu'on y trouve les grandes affaires de l'amour, de la mort, de la vie, et que ça nous met en contact direct avec les grandes questions de l'existence. Avril 2010, une escort girl fait trembler le football français. Zaya, 18 ans, révèle qu'elle a couché moyennant de l'argent avec 3 stars du ballon hexagonal. Karim Benzema, Sidney Govou et surtout Franck Ribéry. Dans le cas de ce dernier, l'affaire semble plus grave, puisqu'à l'époque des faits en 2009, Zaya était mineure.
ou comment une partie de jambes en l'air tarifée tourne aux faits divers. Sans aucune volonté de nuire, Zaya est gagnante sur toute la ligne. Elle n'incrimine pas Ribéry et en profite pour faire parler d'elle. D'anciennes vidéos un peu chaudes ressortent sur internet, un compte Twitter, un blog au nom de Zaya Dehar et 116 comptes Facebook plus ou moins crédibles. Une créature people est née. Si Zaya devient tout d'un coup un peu au centre des préoccupations, c'est parce que aussi elle-même a une certaine, comment dire, un tempérament people qui éclate au grand jour. On le voit sur la couverture de Paris Match, on le voit à sa façon de poser, à sa façon de parler. On sent bien que cette fille est assez à l'aise avec la notoriété et donc elle a effectivement un potentiel people extraordinaire. Véritable consécration pour une jeune femme inconnue un mois auparavant. Le 28 avril, Paris Match lui accorde 6 pages assorties d'un interview. Paris Match faisant la une avec une escort girl, il fallait oser. L'affaire Zaya et la couverture de Match a suscité de la part de nos lecteurs des réactions qui ont certaines été positives, certaines étaient négatives, certains lecteurs ont été choqués qu'on puisse avoir une prostituée en couverture du journal, même si j'ai expliqué que depuis l'affaire Profumo en 63, en passant par Christine Devier-Joncourt, la scandaleuse n'avait jamais été un sujet tabou dans Match. Alors évidemment, là encore, Match, les autres en parlent et Match le montre. Christine Devier-Joncourt, du nom de cette maîtresse de Roland Dumas, ministre de Mitterrand, impliquée dans l'affaire Elf et qui s'était auto-proclamée la putain de la République. Et Profumo, du nom d'un ministre britannique compromis dans un scandale avec une call girl dans l'Angleterre des années 60. Deux femmes sulfureuses qui ont fait les beaux jours de Paris Match. Si le paparazzi William Abenaïm connaît bien le monde des people, c'est aussi un passionné de faits divers. Pour lui, avec l'affaire Zaya, on se situe vraiment au croisement des deux. L'histoire de Ribéry avec la prostituée, etc. Là, vous allez avoir une couve dans Match avec 6 pages avec cette femme qui a été interviewée par Match. C'est quoi ça? C'est bien un fait divers pipolisé? Ah oui, 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 je pense que oui, c'est une tendance qui se fait de plus en plus. Bertrand Villegas a créé l'agence The Wit, spécialisée dans la veille audiovisuelle en France et à l'étranger. Pour lui, si Zaya n'a rien à se reprocher, Franck Ribéry a étrangement réussi à passer entre les gouttes. Zaya, très bien, elle fait son business, elle exploite l'affaire comme elle peut, puisque ça a toujours été son... Si on regarde sa biographie, apparemment, ça a toujours été son but d'être une célébrité. Donc, les médias se jettent sur elle aussi uniquement parce que l'autre, celui qui pourrait être coupable, l'autre qui aurait peut-être enfreint la loi, ne communique pas du tout. On peut imaginer, peut-être dans un autre pays, un type comme Ribéry, on lui aurait conseillé de s'exprimer, de dire quelque chose. Peut-être que les médias français ne sont pas assez violents, peut-être qu'ils n'ont pas assez traqué à la sortie de chez lui, ils n'ont peut-être pas foutu une pression tellement insupportable qu'il serait expliqué. Donc ça veut dire qu'on est dans un système qui protège qui épargne relativement certaines personnalités. Finalement mis en examen après le Mondial 2010, Ribéry aura à répondre de sa relation clandestine. L'affaire Zaya n'est peut-être pas terminée. C'est pas une histoire qui passionne la France, il y a une curiosité sur le personnage de Zaya, donc voilà, mais la curiosité s'arrête assez rapidement. Dans les grands faits divers, la curiosité sur les personnages, sur les protagonistes ne s'arrête pas. C'est-à-dire, je ne mettrais pas du tout l'affaire Zaya dans la catégorie des grands faits divers, d'ailleurs c'est un fait divers sans lendemain. C'est end of the story après la première histoire. C'est entendu le mini-scandale entre l'escort girl Zaya et le joueur du Bayern, à la frontière du fait divers sulfureux et de la pipolisation accélérée, n'est peut-être pas l'affaire du siècle. Mais à quoi reconnaît-on qu'un fait divers a une dimension people ou non, que les protagonistes soient ou ne soient pas connus ? Selon Laurence Lacour, tout a commencé avec l'affaire Villemain en 1984. À l'époque, jeune journaliste, elle fut pendant 4 ans l'envoyée spéciale d'Europe 1 sur ce fait divers à nul autre pareil. Un fait divers dont elle dit qu'il a brisé sa carrière et même son envie de poursuivre son métier. J'ai eu le temps de voir quand même les dégâts qu'on a laissés derrière nous. Et bon, moi je suis désolée, mais ça ne me satisfait pas de savoir qu'il y a derrière nous un homme qui est mort. Un autre qui est devenu assassin alors que vraiment, intrinsèquement parlant, il était destiné à tout sauf à ça. Et une femme totalement broyée sur l'autel, non pas de la justice ni de la vérité, mais de tout un tas d'autres paramètres. Donc voilà, moi j'avais pas envie d'être
de continuer à être dans un système qui laissait les gens sur le carreau. Donc je suis partie et c'est moi qui d'une certaine manière, brisé ma carrière. L'affaire Villemain commence en octobre 1984 avec l'assassinat du petit Grégory, 4 ans, retrouvé mort noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Je me souviens encore du soir de bouclage, on a appris la mort d'un petit garçon, trouvé mort dans la Vologne avec les mains et les pieds liés. Et dès le premier bouclage, ça a été un grand sujet dans le journal, 6 pages, je crois, je m'en souviens. Et ensuite, ça a été le grand feuilleton qui a démarré, qui a enflammé toute la rédaction, parce qu'évidemment, c'était l'histoire traversait des rebondissements incroyables, et tout d'un coup, la France s'est mise à se passionner pour ce fait divers. La suite est connue. Persuadé de la culpabilité de son cousin Bernard Laroche, Jean-Marie Villemain l'abat d'un coup de fusil. Puis sur la foi de témoignages douteux, Christine Villemain est inculpée. Si elle finira par bénéficier d'un non-lieu, elle restera pendant de longs mois au centre de l'affaire comme une possible mère infanticide. Couverture de journaux, instructions bâclées, commérages et insinuations, en peu de temps, Christine Villemain devient une célébrité malgré elle. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans cette affaire. Et vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête? Oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Elle ne peut pas faire un pas hors de chez elle. Même lorsqu'elle rend visite à son mari en prison, elle est traquée sans relâche. Grégory est passé au second plan et d'ailleurs après on n'en parlait plus beaucoup. C'était plus la fascination qu'exerçait cette jeune femme. Tout était cristallisé sur elle, autour d'elle, comment elle était habillée, pourquoi elle faisait ci, pourquoi elle faisait ça. Elle, c'était l'incarnation à la fois du mystère, à la fois, j'ai du mal à le dire parce que 26 ans après c'est tellement horrible, mais du monstre, à la fois de l'ange pour d'autres, enfin voilà. Donc c'était plus Grégory, c'était Villemain et Villemain c'était elle. Et au-delà de la vedettarisation de Christine Villemain, c'est toute une communauté qui se retrouve sous le feu de la rampe. C'est un fait divers qui est un véritable cas d'école. Je pense qu'on vit aujourd'hui de plus en plus dans une société fermée. Chaque policier doit être pixelisé, chaque témoin doit être pixelisé. C'est la règne de l'anonymat. Le fait divers, l'affaire Grégory, c'est tout le monde est à visage découvert. C'est peut-être terrible quand on le revisite 20 ans après, mais en tous les cas, tout le monde apparaît à visage découvert, il y a des photos partout. Et Match va être un témoin direct du fait divers. C'est-à-dire qu'une semaine après la mort du petit Grégory, où je crois que c'est 15 jours, Jean Kerr réunit le clan Villemain autour d'une table. Et cette photo-là, un an après, sera encore pour les policiers une source d'information, savoir comment est-ce qu'il y a le suspect, le criminel, le corbeau est-il sur cette photo. Donc il y a eu cet incroyable, ce fait divers reste un cas d'école unique parce que les journalistes étaient immergés dedans. Vous ne pouvez pas sortir le matin sans voir sur le kiosque cette affaire faire la une, ce qui n'est quand même pas toutes les affaires, c'est quand même pas de l'ordre de toutes les affaires. Par ailleurs, il y a eu à un certain moment une traque totale de la mère de l'enfant. Et on avait le sentiment que petit à petit, l'opinion publique se faisait par finalement tous ces articles sur cette traque de la mère. Paris Match consacrera 14 couvertures à Christine Villemain en 2 ans. Elle prendra même le risque de l'impopularité en se laissant photographier à la maternité avec son 2e enfant, 1 an après la mort de Grégory. Si elle se prête à cet exercice moyennant finance, c'est aussi pour payer ses avocats. Je me souviens d'une interview qui avait été faite justement de Christine Villemain dans ces années-là, enfin dans cette époque-là, où quelqu'un lui avait dit vous vous rendez compte que vous avez un statut de vedette aujourd'hui et que vous êtes très critiquée pour ça. Et elle avait dit, mais on croirait que les gens sont envieux du malheur qui nous arrive. Et elle avait vraiment ce sentiment. C'est vrai qu'ils étaient pris dans un engrenage dont ils n'arrivaient pas à se sortir à une certaine époque, c'est-à-dire la presse qui accuse, il faut répondre d'une certaine manière, il faut trouver de l'argent. Enfin, c'était un système totalement délirant. Évidemment, ils étaient très critiqués pour ça, parce que ça n'allait pas avec le deuil, ça n'allait pas avec l'humilité, ça n'allait pas avec l'innocence, donc rien n'allait dans cette histoire. De toute façon, rien n'allait jamais. La défense de Christine et Jean-Marie Villemain durera 9 ans. Elle coûtera jusqu'à 250 000 € que leurs avocats se chargeront de récolter en négociant des séances photos.
Épiphénomène de la médiatisation outrancière qui a entouré l'affaire, le grand photographe de mode Helmut Newton sera dépêché sur les lieux par Paris Match. Il fait poser les protagonistes de l'affaire tels des mannequins d'un jour, et un soir, moment de grâce, un corbeau vient s'échouer sur la fenêtre de son hôtel comme un écho aux nombreuses lettres anonymes dont le dossier est rempli. Mais surtout Libération enverra Marguerite Duras faire un reportage sur Christine Villemain. Son article, à charge pour la mère de Grégory, alors même qu'elle ne l'a pas rencontré, restera célèbre pour son titre, sublime, forcément sublime. Aujourd'hui, plus de 25 ans après les faits, Christine et Jean-Marie Villemain ont retrouvé le calme de l'anonymat. Avec leurs 3 enfants, ils ont quitté l'Est de la France pour s'installer en région parisienne. Toute la dérive sur l'affaire Villemain a totalement changé de métier. Et aujourd'hui, on lutte effectivement pour revenir et faire comprendre qu'on n'est pas que des chiens. Pipolisation excessive, interprétation fantasmatique de faits dramatiques, vedettarisation d'une criminelle qui cherchait tout sauf la lumière des Sunlights, telle est l'affaire Florence Ray. Avec son amant et complice Audrey Maupin, un soir d'octobre 1994, elle part braquer les policiers de la Préfourrière de Pantin, en Seine-Saint-Denis. En s'enfuyant, ils prennent un taxi en otage. L'odyssée des deux hors-la-loi se poursuit place de la Nation. Le taxi percute une voiture de police, le chauffeur est tué ainsi que 2 policiers par Audrey Maupin. La fin de l'escapade meurtrière aura lieu au bois de Vincennes, dans lequel un autre policier est abattu et Audrey Maupin lui-même touché. Il succombera à ses blessures le lendemain. Bilan du carnage, 5 morts et plusieurs blessés. Un carnage dans lequel Florence Ray n'aura qu'un rôle de complice, mais qu'elle devra assumer seule. Une certaine presse l'appellera d'ailleurs la tueuse de flics. La mort des 4 policiers est absolument effroyable. Ils sont morts sur le trottoir, dans les bras des passants. Match montre les photos d'ailleurs. Et pourquoi Florence Ray arrive en couverture de Match? Parce qu'il y a un mystère, parce que c'est un personnage incroyable, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment cette fille, qui a un regard presque, qui a une allure presque chérubin, qu'est-ce qui a pu se passer? Et à ce moment-là, ça devient un fait divers national, ça devient la une de Match. Et d'ailleurs, c'est pas une une c'est une une qui a été problématique pour le journal, parce que les lecteurs ne comprenaient pas pourquoi nous avions mis une criminelle en une de Match. Une criminelle qui pourtant ce soir-là n'aura tiré aucune balle mortelle. Patricia Touranchot est spécialiste du fait divers à Libération. Elle a couvert de nombreuses affaires comme celle du gang des Postiches ou l'affaire Allègre. Elle s'est tout particulièrement passionnée pour l'affaire Florence Ray. Cette fille a suscité une passion incroyable. Dans les banlieues, certains ont sorti des t-shirts à l'effigie de Florence Ray. Elle est devenue l'égérie de révolutionnaires, de gens qui voulaient mettre le système par terre, foutre en l'air le monde, comme elle disait avec Audrey Maupin. Et cette fille, avant de monter au braquage avec son amoureux, s'était taillé les cheveux à la sauvageonne, comme ça, avec des ciseaux et tout, un peu toute guingois. Et elle avait un air un peu buté. Et donc cette photo a fait le tour du pays. Elle a reçu des milliers de lettres qu'elle n'a pas ouvertes. Elle a demandé à son avocate de les cramer. Moi j'ai reçu des cassettes, de la musique, des cadeaux pour Florence Ray. C'était un délire. Les hommages se multiplient. De façon presque imperceptible, Claude Chabrol, dans la cérémonie, fait un clin d'œil à l'affaire en glissant dans les mains d'Isabelle Huppert un journal avec Florence en couverture. C'était pour faire comprendre aux spectateurs le principe de la folie à deux, qui est une chose extrêmement importante dans le fait divers. C'est-à-dire que la folie à deux, c'est des actes qu'accomplissent des individus, mais quand ils sont par deux. S'ils étaient seuls, ils ne les accompliraient pas. Et Florence, c'était exactement ça. Et j'ai voulu montrer que c'était ce genre de folie qui allait amener les deux filles. Excusez-moi de vous déranger, vous savez, je suis Jeanne Marchal, la postière de Saint-Coulon. Effectivement, la cérémonie se terminera mal par un massacre collectif perpétré par les personnages qu'incarnent Isabelle Huppert et Sandrine Bonner. Mais il n'y a pas que le cinéma qui s'inspire de l'affaire. Romans, bandes dessinées, pièces de théâtre,
où musiciens comme les anglo-saxons de The Kills ou MC Solar rendent hommage au couple Ray-Maupin. Ce monde est tien, bien, c'est toi qui le fais, mais de l'abstrait au concret, je veux pas être ta Florence Ray. Mais pour son avocate, la réalité du personnage Florence Ray était à 100 lieues de cette marchandisation soudaine. J'ai connu Florence Ray à peu près 2 mois après les faits. Et évidemment, j'avais l'image d'une espèce de passionnariat dont la presse s'était fait l'écho. Et donc, j'avais des idées assez préconçues en venant la voir. Et puis donc, je suis arrivée à Fleury-Mérogis et puis j'ai découvert une petite chose, toute fragile, toute timide. Et c'est vrai que j'étais très surprise, parce que c'était pas du tout l'image que j'attendais, enfin, à laquelle je m'attendais. Finalement, elle n'est pas si extraordinaire que ça, cette jeune fille. Et d'ailleurs, elle s'est plainte à un moment donné qu'on lui donne tant d'importance. Elle ne se rendait même pas compte, la veille du procès, qu'on allait parler d'elle. Moi, j'étais allée voir ses avocats pour avoir des éléments sur ce qu'elle faisait en prison, faire un portrait d'elle, à publier le jour de l'ouverture de son procès d'assises à Paris. Et elle disait « mais je ne veux pas qu'on parle de moi ». Elle ne se rendait même pas compte de l'intérêt médiatique qu'elle suscitait en France. Effectivement, elle avait honte d'être célèbre pour des faits comme ça. Elle aurait préféré devenir célèbre pour des choses quand même beaucoup plus avouables. Suite à l'épopée meurtrière de Florence et de son amant, une affiche du film d'Oliver Stone, Tueur-né, avait été retrouvée dans le squat qu'ils occupaient. L'histoire d'un couple de tueurs avides de médiatisation. Il n'en faudra pas plus à certains journalistes pour comparer le couple qui a fait un carton sanglant Place de la Nation et celui du film. Mickey and Mallory are the best thing to happen. They're hot. They're hot. They're way cooler. In the media circus of life, What do you think of Mickey and Mallory, huh? they have become the main attraction. I never had more fun in my life. Natural born killers. The media made them gods. Elle n'avait rien à voir avec les personnages de Tueur-né, mais je pense que bon, c'est vrai que le film Tueur-né à l'époque dépeignait peut-être une certaine jeunesse et c'était facile de faire coller une jeune fille avec un jeune homme qui avait donc commis des faits tels qu'on les connaît et puis de faire coller avec peut-être une image de cinéma. Ou, voilà, c'est le côté un petit peu négatif, si j'ose dire, de la presse. J'ai vraiment eu le sentiment qu'en arrivant au procès, les jeux étaient presque faits. En fait, il y avait des articles dans tous les sens, mais allant toujours dans le même sens. C'est vrai qu'on arrivait, avec Henri Leclerc, à devoir défendre une espèce de fille horrible, une tueuse, quoi. C'était pas le cas. Entre tueurs sans foi ni loi et anarchistes romantiques, Florence Ray et Audrey Maupin auront alimenté les spéculations pendant de longs mois. Au procès, les ressorts éventuellement romanesques de leur cavale n'auront pas droit de citer et Florence Ray écopera de 20 ans de prison. Enfermée pendant 15 ans, elle est sortie en 2009. C'est pas du tout une affaire romantique. Simplement parce que les gens voient un crime commis ou une série de crimes commis par des jeunes gens, un couple, etc., qui partent comme ça. Oui, ça peut évoquer chez certains une certaine folie amoureuse, enfin un certain vagabondage romantique, mais en fait, non, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment une déformation et une réinterprétation de la réalité par les médias, par les écrivains, par les gens qui en font un crime romantique. Qu'est-ce qu'un crime romantique, hein? Moi, j'ai rarement vu de crime romantique. Romantique, l'histoire d'amour tragique entre Bertrand Cantat et Marie Trintignant l'a pourtant été jusqu'au moment fatal. Nous sommes à Vilnius, en Lituanie, fin juillet 2003. Le couple qui se voue une passion réciproque s'est retrouvé sur le tournage de Colette que tourne la mère de Marie, Nadine Trintignant, pour France 2. Un soir où le couple se dispute à son hôtel, Bertrand Cantat frappe violemment Marie, qui succombera quelques jours plus tard à ses blessures. En une poignée de secondes, une histoire d'amour fou a viré au cauchemar. Le fait divers le plus people de la décennie va défrayer la chronique. Frédéric Vézard et Stéphane Boucher travaillaient à l'époque pour Le Parisien. Ils furent parmi les premiers journalistes à se rendre sur les lieux. Quand j'étais dans l'avion en partance pour Vilnius, j'avais assez peu d'informations, mais on avait l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y avait eu une dispute, qu'elle était quasi perdue et que lui était en garde à vue.
Et je me suis dit dans l'avion qui m'amenait pour Vilnius que c'était quand même une affaire avec des ingrédients hors du commun, mais que je pense que j'aurais pas d'autres affaires de ce niveau-là, avec une telle portée émotionnelle à traiter dans toute une carrière, je pense. C'est assez unique de voir tout d'un coup que le meurtrier et la victime sont deux stars. Ça, c'est une situation un petit peu unique. Et tout d'un coup, arrivent deux clans. D'un côté, vous avez le clan Trintignant, mais le clan Trintignant qui est un clan à rallonge, puisque Marie a eu plusieurs hommes dans sa vie. Vous avez les parents qui sont aussi Nadine et Jean-Louis Trintignant, qui sont des grands personnages français. De l'autre côté, vous avez le clan Cantat, avec les musiciens de Noir Désir. Mais l'une des raisons pour laquelle le fait divers va grandir dans le journal, c'est parce qu'il y a ces deux personnages très forts qui sont des gens que tout le monde connaît, et puis parce qu'il y a aussi l'absurdité de la situation. Un antagonisme qui va se poursuivre pendant le procès, un procès à l'issue duquel Bertrand Cantat sera condamné à 8 ans de prison. Cantat était à ce moment-là un homme complètement détruit. Voilà, enfin, l'image de Cantat arrivant dans le box avec son pull trop grand, moi j'avais eu l'occasion de le voir sur scène c'était un mec flamboyant, avec une énergie extraordinaire, un charisme incroyable. On se retrouvait face à une espèce de gamin engoncé dans son pull, complètement shooté sur les médicaments. C'était assez étonnant. Il y avait une haine perceptible dans cette salle, quoi, qui était très prenante. Donc c'était difficile de pas rentrer là-dedans. C'était un procès assez étrange, assez théâtral. Quand on est journaliste, notamment dans la presse populaire, une affaire avec des ingrédients comme ça, c'est sûr que, évidemment, on saute dessus. Après, elle nous touche tous, que ce soit journaliste, pas journaliste ou simple citoyen. Donc, il a fallu essayer de travailler en toute objectivité, de ne pas aller vers la passion aussi, parce qu'on a forcément un avis sur l'histoire. Mais ça a été, je pense, une expérience journalistique assez intéressante. Et puis ça a mis tout le monde dans la boucle, que ce soit les journalistes de médias, de spectacles, de faits divers, voilà, de société. Donc ça a touché tout le monde, en fait. Mais je pense que dans l'ensemble, la presse a été, malgré le côté passionnel de l'affaire, a été plutôt digne dans cette affaire, quoi qu'aient pu en dire certains protagonistes. Que s'est-il passé à l'hôtel Domina ce soir-là? L'affaire occupera toute la presse pendant l'été 2003 et en tout premier lieu, les journaux People. Il y a un mystère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la tête de Bertrand Cantat? Est-ce que Marie Trintignant a reçu autant de coups qu'on le dit? Donc il y a un feuilleton, il y a des questionnements qui se développent sur des sujets qui sont ultra connus et ultra populaires. Donc quelque part, effectivement, c'est une affaire idéale, si je puis dire, pour la presse People. En dérapant dans la rubrique Faits divers, Bertrand Cantat et sa victime Marie Trintignant deviennent alors l'espace d'une surmédiatisation galopante de simples people dont l'opinion publique va s'emparer. C'est vrai que dans cette affaire, vous avez raison de dire qu'ils étaient certainement sur un statut de star, qui sont descendus entre guillemets du côté du people. Et ça s'explique en fait par plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont deux personnes connues déjà, et donc ça en fait la presse people préfère toujours avoir deux personnes connues. Alors après, il va y avoir plusieurs choses qui vont faire buzzer le people en fait et faire que le récit people continue. En général, c'est les vacances évidemment, les enfants, les disputes, les séparations, les retrouvailles et toutes ces choses-là. Tous ces récits en fait, le poids, le travail, mais surtout les amours. Dans le cas du meurtre, évidemment, c'est horrible à dire, mais la mort est d'abord ce qui rapproche également du public, puisque ça nous arrive tous un jour et qu'on se pose tous des questions là-dessus. Donc c'est malheureusement un sujet tentant et un sujet plaisant. Et c'est, hélas, pour les médias, le sujet qui marche le mieux. Dernier épisode d'un feuilleton qui mélange tragédie et people, le suicide en janvier 2010 de la mère des deux enfants de Bertrand Cantat, Christina Radi. Loin de la tragédie, quant à Trintignant, certains people pointent à la rubrique Faits divers, parfois pour des broutilles montés en épingle par les tabloïds. Excès de vitesse, alcool au volant, comportement provocateur, ces people semblent franchir les limites uniquement pour que l'on parle d'eux. Elles ont pour nom Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears ou encore Naomi Campbell, et leurs écarts de conduite font plus souvent parler que leurs performances. Il suffit de conduire comme Lindsay Lohan bourré ou d'insulter comme Naomi Campbell son personnel de maison, et voilà, comme ça on se fait remarquer plus ou moins volontairement et on est toujours dans les médias.
Mais parfois la peopleisation a ses limites et suscite l'agressivité, comme ici avec Britney Spears, s'acharnant contre une voiture de paparazzi. La célébrité, c'est quelque chose de très particulier qui vous fait ne plus toucher terre. Vous n'avez plus de limites, et n'ayant plus de limites personnelles, vous ne voyez plus les limites collectives qui sont celles fixées par la loi. Du coup, effectivement, il est presque naturel que les people dérapent. Et si nos propres journaux people sont truffés des frasques de ces starlets, c'est parce qu'il n'y a aucun risque éditorial. C'est vraiment super pratique de faire des couvertures sur Britney Spears ou Paris Hilton ou des personnalités américaines parce qu'elles n'attaquent pas la presse française, contrairement aux Français. Donc on préférera toujours faire une couverture un peu limite sur un people américain, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est vraiment la raison la plus simple, mais c'est la plus véridique et juridique en fait, parce que maintenant les titres veulent vraiment pas avoir le minimum de procès. Et d'autre part, des personnes comme Amy Winehouse ou Paris Hilton et Britney Spears bien sûr, alimentent leur vie, voilà, tout le temps de petites choses comme ça, la prison pour Paris Hilton, Britney Spears qui se rase les cheveux devant 30 paparazzi. Elle-même, en fait, elle crée son propre récit. Il n'y a rien à faire que juste à la suivre. Et donc, en effet, c'est du petit fait divers, entre guillemets, mais ça marche très bien et ça vend. Et ça vend très très bien. Annick Dubié est sociologue à l'Université de Genève. Elle est l'une des rares universitaires à avoir travaillé sur les relations entre faits divers et people. Le fait divers à l'intérieur des nouvelles people a toujours existé. Ce qui me paraît plus nouveau et relativement contemporain, c'est ce que nous on a appelé le phénomène des trajectoires trash. C'est-à-dire qu'on insiste sur un certain nombre de célébrités qui connaissent le contraire d'une success story. Après avoir gravi toutes les marches de la célébrité et du succès, ces célébrités-là dégringolent et redescendent une à une les marches du succès dans une espèce de unsuccess story. Et la presse en rapporte chacune des étapes, l'une après l'autre. On a vu apparaître ce genre de trajectoire, en particulier chez des jeunes femmes ces dernières années, que ce soit Britney Spears, Amy Winehouse, Lindsay Lohan ou Samina Seri dans le champ francophone, qui sont donc ces célébrités qu'on montre comme perdant tout ce qu'elles avaient gagné. Au fond, ces stars viennent incarner les incertitudes du monde contemporain. Et là, je dirais qu'il y a fait diversification du people, plutôt dans ce sens-là. C'est qu'on voit de plus en plus apparaître ces histoires à long terme de l'ascension et de la chute d'une célébrité. Grandeur et décadence d'une célébrité. C'est en résumé ce qui est arrivé au cinéaste Roman Polanski, retenu en Suisse pendant 10 mois dans l'attente d'une possible extradition aux États-Unis, inculpé de viol sur mineur. Une affaire sur laquelle était revenu en 2008 le documentaire Wanted and Desired. In France, he's desired, and in America, he's wanted. Roman Polanski, rattrapé quelque part par la justice des années après, avec la question, mon Dieu, est-ce qu'il va faire de la prison, est-ce qu'il va être relaxé? Tout ça, ça crée... c'est le registre de la peur, et ce registre-là, ce levier-là est important dans la presse people. Des hordes de photographes et de caméramens devant la résidence où était assigné Roman Polanski, une image qui soulevait alors une question. Impliqué dans un fait divers, un people est-il, au regard de la loi, un individu comme un autre? C'est le problème du people qui achète quelque chose dans le commerce. Il y a des commerçants qui vont lui faire un cadeau parce qu'il est people et connu, pensant qu'il y aura de la pub derrière ou je sais pas quoi, et puis il y en a d'autres qui vont lui mettre un prix plus cher parce qu'il est supposé avoir plus d'argent que les autres. Ouais, et ben, la justice ne doit pas se comporter comme ça. La justice doit être équitable pour tout le monde, quelle que soit la qualité des gens. Jusqu'à sa libération inattendue en juillet 2010, Roman Polanski a reçu le soutien d'une grande partie du monde culturel et artistique, mais pas sûr que la réaction quasi unanime du Gotha du showbiz ait servi la cause du cinéaste. Ce qui est certain, c'est que le fait divers d'origine a été renforcé, et c'est là que le people intervient, par toute une série d'interventions qui sans doute ont plus desservi Roman Polanski qu'ils ne l'ont favorisé, notamment d'un certain nombre de célébrités qui sont venues à son secours en évoquant des arguments très rapidement comme ça, et qui au fond a fonctionné comme défense de quelqu'un qui fait partie du même monde. Et je pense que c'est en partie ça qui a déclenché la contre-réaction et qui a déclenché la violence des attaques inverses.
On reste en Suisse pour se pencher sur un cas très particulier, celui de l'assassinat du banquier Edward Stern par sa maîtresse Cécile Brossard en février 2005. Les ingrédients sont sulfureux, un financier international retrouvé mort tué de 4 balles, le corps gainé d'une combinaison en latex, un déguisement sadomaso. La fin d'une liaison tumultueuse, comme il sera dit au procès, dans laquelle Cécile Brossard aurait été la proie d'un homme humiliant, harcelant et cruel. L'accusé ne sera condamné qu'à 8 ans de prison. Une affaire qui a inspiré à l'écrivain Régis Geoffrey un livre, Sévère. Et voilà comment un homme d'affaires uniquement connu des cénacles de la finance devient, une fois mort, un possible people dont on décortique les pratiques sexuelles. L'affaire Stern est intéressante parce que la dimension people est peut-être moins évidente à l'origine. C'est effectivement une personnalité qui appartenait à une certaine élite, dont on avait parlé, même si on n'en avait pas parlé comme on parle des people habituellement, mais dont on a commencé à parler au moment de sa mort et des suites de sa mort, en reprenant un certain nombre d'éléments qui sont typiques du traitement people. La description d'un monde enviable, d'un monde privilégié, qui est tout à coup rattrapé par le sordide, par la transgression. Hein. On a des transgressions morales, des transgressions légales, bref, par le fait divers dans sa nature transgressive absolue, au fond. Le fait que ces histoires prennent, en fait, c'est qu'on fait accéder à un très grand public des récits autour des gens riches, des personnes qui ne sont pas de notre milieu. Et donc, c'est une sorte de satisfaction aussi qu'on essaie de convoquer chez les gens qui regardent ça, qui lisent ça. C'est, tiens, tu vois, eux aussi ont des problèmes, eux aussi, tu vois, ça finit toujours mal ces histoires-là. Donc, c'est vraiment rassurer une population, rassurer le grand public en essayant de dévoiler des choses auxquelles on n'aurait pas accès. Et donc, ces personnes-là sont plus intéressantes que d'autres, hein, du moins pour les médias, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose à cacher parce qu'ils ont de l'argent. En novembre 2004, disparaissait la fille de l'acteur Roland Giraud, Géraldine Giraud et sa compagne Katia L'Herbier. Les 2 corps seront retrouvés calcinés dans le jardin de Jean-Pierre Trébert, garde-chasse. Emprisonné et mis en examen pour le double meurtre, Trébert s'évade en septembre 2009 de la prison d'Auxerre, nargue la police pendant 2 mois avant d'être repris. Il se suicidera en février 2010, 3 mois avant son procès. Dans cette affaire, ce qui frappe, c'est le glissement de notoriété qui va s'opérer entre Roland Giraud et Trébert, justement, comme si le people n'était pas forcément celui que l'on croit. Stéphane Minca est fait diversier, il s'est passionné pour l'affaire depuis le début, pour VSD, puis pour Paris Match. Cette affaire a-t-elle été médiatisée au départ parce que c'est la fille de Roland Giraud qui disparaît? Oui. Il est certain qu'un homicide, un double homicide de 2 femmes lesbiennes dans toute autre région de France et dont les parents sont inconnus aurait pu monter, comme on dit, en national, c'est-à-dire passer vraiment des pages locales à quelques JT, etc., mais n'aurait jamais dépassé ça. C'est évidemment parce que Roland Giraud est le père d'une des victimes qu'autant de journalistes se sont intéressés à l'affaire au départ, oui. Si au tout début de l'affaire, la personnalité de Roland Giraud occupe tout l'espace de ce fait divers particulièrement sordide, petit à petit, l'enquête prend le dessus. De l'importance ou de la personnalité, de la notoriété de Roland Giraud. On s'en est débarrassé pour s'intéresser à l'affaire elle-même. Et au fur et à mesure, non plus se dire il s'agit là du crime, d'un crime concernant une personnalité célèbre, mais au contraire, il s'agit d'un mystère qui va bien au-delà de la personnalité d'une des victimes. C'est au cœur de ce mystère que tous les regards se tournent vers l'inquiétant Jean-Pierre Trébert, dont tout porte à croire qu'il est le meurtrier, même si l'enquête piétinera longtemps. Très vite écroué, il se fait oublier dans l'attente de son procès, avant coup de théâtre de s'évader en septembre 2009. La situation bascule, c'est Trébert qui devient la célébrité de l'affaire. Ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Trébert, c'est un peu étonnant parce qu'il a plutôt bien négocié quelque part son repositionnement médiatique, parce qu'il est apparu, pas très longtemps, mais comme quelqu'un de finalement plutôt sympathique et peut-être en tout cas quelqu'un d'innocent aux yeux du grand public.
Il a occupé quelque part aussi tout le terrain que ne voulait pas occuper Roland Giraud, qui au contraire dans cette histoire a toujours été très très pudique. Preuve supplémentaire de l'attrait qu'exerce Trébert, sa folle cavale inspire toute une série de sketchs de plus ou moins bon goût sur le net. Jean-Pierre Trébert, on te croit, tu ne connaissais pas ces deux femmes enterrées dans ton jardin. J'ai vu Jean-Pierre Trébert. C'est un beau gosse, plutôt aware. Il court le Jean-Pierre en semant de petites crottes avec la police derrière. Jean-Pierre Trébert, Jean-Pierre Trébert, Jean-Pierre, Jean-Pierre, putain suis-moi, Jean-Pierre, je te balancerai pas, Jean-Pierre. Je te jure, si on réussit à le choper, tu fais une interview de Jean-Pierre Trébert, tu refiles à Christophe Ondelat, il y a moyen de se faire un max de pognon, fais-moi confiance, je te jure. Parmi les indices que sème Trébert durant sa cavale, des lettres pour le journal Marianne et d'autres que Stéphane Minca va intercepter et faire publier dans Paris Match. Le présumé innocent entretient sa propre petite mythologie. Quand on publie dans Match les lettres de Jean-Pierre Trébert, on fait de l'information brute. On raconte, en tout cas on laisse un fugitif s'exprimer. Et ça va très loin, ça va tellement loin que je finis par retrouver Trébert en guignol de l'info. Et c'est super violent. Ça fait 1 mois et demi qu'il échappe à 300 gendarmes d'élite. Ouais, mais tu sais, la forêt vietnamienne est tellement dense que tu peux retrouver personne. Non, mais il n'est pas au Vietnam, il est en Seine-et-Marne, dans la forêt de Bonbon, près de Melun. Et dans cette forêt, il échappe à 300 hommes? Ah oui. Je connais ce genre d'individu. C'est un cauchemar. Fort comme un buffle. Agile comme un singe. Il se déplace qu'enroulé boulet et il a une vision nocturne hors du commun. Non, Trébert, il est très maigre, un peu âgé et il louche. Il n'y a pas eu de concurrence entre Giraud d'un côté et Trébert de l'autre, lequel sera le plus people. Ça, c'est du discours quand on n'est pas dans l'affaire. Je comprends qu'on se dise ça à n'importe qui, à la terrasse d'un bistrot, et se raconter tu te rends compte, il est encore plus connu que l'acteur maintenant. Toujours est-il que Jean-Pierre Trébert aura réussi, presque malgré lui, à accéder à un statut d'inculpé d'exception, auréolé de mystère et de soufre. Trébert, lui, il a réussi à devenir un personnage médiatique en s'adressant aux médias, en jouant avec les médias. Et donc finalement, là, on est moins dans le people que dans le médiatisé, tout simplement. Et Trébert, c'est un personnage qui a habité selon les personnes qui parlaient de lui, qui était à la fois un Robin des Bois, un héros, le plus pourri. Enfin, vraiment, on a tout dit sur lui. Et en fait, ça faisait vendre, ça marchait bien. Et en plus, il racontait sa vie dans Paris Match. Et il ne parlait pas au moindre des médias, je veux dire. Donc, il a lui-même, en fait, a réussi à gérer cette image média. Et c'est vrai que ça a créé du récit jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à son suicide, qui laisse la famille Giraud ainsi que la justice sur un point d'interrogation. Qui était et qu'a réellement fait Jean-Pierre Trébert? Aucun magazine People ne pourra jamais nous le révéler. Et puis, au-delà de tous ces crimes qui font l'actualité et mettent leurs protagonistes en lumière, existe une catégorie de meurtriers qui, sans être vraiment des people, exercent une fascination très particulière sur l'opinion publique. Il s'agit des tueurs en série. Ils ont pour nom Thierry Paulin, 18 meurtres, Francis Holm, 6, Guy Georges, 7, Patrice Allègre, 5, Émile Louis, 7, ou encore Michel Fourniret, 9 meurtres. Nous sommes au centre psychiatrique du Bois de Bondy, dans la région parisienne. C'est là qu'officie le docteur Daniel Zaguri. Les tueurs en série le connaît bien. Il a en effet été expert psychiatre au procès de Guy Georges, Patrice Allègre et Michel Fourniret. Et il se défend des idées reçues sur le sujet. On leur attribue des pouvoirs et des qualités qu'ils n'ont pas. Et ce faisant, on prend un risque parce qu'on s'identifie à la toute puissance imaginaire qui est la leur au moment du passage à l'acte criminel. On les croit toujours plus intelligents qu'ils ne sont. Donc on leur attribue des désirs, des plaisirs, des jouissances, des motivations qui ne sont pas vraiment celles qui les font aller sur le chemin du crime. Et c'est un petit peu, si vous voulez, cette démythification qui, moi, m'a intéressé.
Une démythification à laquelle s'emploie depuis plus de 30 ans Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, auquel il a consacré de nombreux ouvrages. Selon lui, la pipolisation du serial killer n'existe souvent que dans la tête du tueur lui-même. Avec les tueurs en série, on est confronté à un paradoxe. Ils n'ont aucune envie de se faire arrêter, contrairement à ce que peuvent dire un certain nombre de psychiatres, mais en même temps, ils rêvent d'acquérir cette notoriété, d'être reconnus pour leur œuvre, entre guillemets, criminelle, parce qu'ils ont ce désir de toute puissance, de devenir l'égal de Dieu, d'être reconnus comme les plus forts, parce que dans leur vie quotidienne, ce sont des êtres totalement médiocres, totalement négatifs, qui n'ont jamais rien construit de positif dans leur existence. Avec la plupart des tueurs en série, la plupart cherchent aussi ont un ego surdimensionné et cherchent à faire parler d'eux. Donc c'est un peu aussi la contrepartie, c'est qu'à un moment, ils se font choper, bon voilà, certains le cherchent même, et à ce moment-là, ils deviennent célèbres, et à ce moment-là, on fout de leur vie. Ils savent. Et pour les people, il y a aussi des people qui jouent ce jeu-là, qui s'exposent volontairement, ou qui laissent raconter des histoires autour d'eux, parce que ça les flatte et parce que ça leur permet d'exister. Mais c'est vrai qu'on a starifié même les tueurs en série récemment. Moi j'ai fait un documentaire sur Fourniret il y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est devenu une sorte de people du crime quelque part, par la durée dans laquelle il a tué, ce mode opératoire, le fait qu'il tue avec sa femme, enfin c'est un personnage hors norme et qui est devenu un personnage public. Pédophile, violeur et assassin, Michel Fourniret est probablement le pire de tous les tueurs en série. Surnommé l'ogre des Ardennes, il a commis ses forfaits de Belgique en France pendant plus de 15 ans. William Abenaïm, au cours d'une planque, l'a photographié pour Paris Match pendant une garde à vue. L'occasion de troquer son costume de paparazzi people pour une tenue camouflage de fait diversier. Voilà, c'est cette photo-là qui avait fait la parue. Quand je l'ai vu en face de moi, bah pour moi, c'était ma cible. C'était le mec que je devais shooter. Voilà. Notre mission, nous, c'était d'avoir sa tronche à Fourniret. Donc moi j'ai appuyé sur le bouton, je me suis dit, putain, ça y est, je l'ai, on va le publier, ce salopard-là. J'étais content de l'avoir. Fascination, répulsion, le tueur en série inspire des sentiments contradictoires. Mais la pipolisation prend une tournure inquiétante lorsque ses prédateurs suscitent de singulières passions. Reconnu coupable de pédophilie, de viol et d'assassinat dans les années 90, le Belge Marc Dutroux est de ceux-là. Face à Dutroux qui tue plusieurs jeunes filles et des enfants, on se dit que c'est le crime absolu que tout le monde va le rejeter. Il reçoit des lettres d'amour en prison aujourd'hui. De même que par exemple en Belgique, il y a 2 ans, il y a un jeune garçon qui a été tué des enfants dans une crèche, donc des jeunes enfants de 3 ans. Il reçoit maintenant des lettres d'admiratrices. Il y a des sites web qui lui sont consacrés, de personnes qui trouvent que c'est un geste de défi, de révolte, etc. etc. C'est un peu incompréhensible, mais c'est une force de fascination qui existe. Des serial killers, Stéphane Bourgoin en a interviewé plus de 70. Parmi eux, Gérard Schaeffer, accusé du meurtre de 34 femmes alors qu'il exerçait la profession de policier. C'est un tueur qui cumulait absolument toutes les perversités possibles et même inimaginables. Il a par la suite publié des textes de fiction qui racontent ses propres fantasmes nécrophiles sous forme de nouvelles et qui ont été publiées et ensuite vendues. People were writing and say, "Wow, this is so terrible. This is so disgusting. Can I get some more?" And I said, "Wow, this is really weird. You know, people are writing and they like it. They want more, and they're saying this is horrible." It's like one girl wrote. She says, "I was so scared I couldn't sleep for 3 days. Do you have another book coming out?" I said, "Well, you know, what's going on here?" Dans ses livres, Schaeffer parlait aussi d'autres serial killers comme Ted Bundy ou Otis Toole, notamment pour en détailler quelques pratiques très morbides. Like Otis Toole, he markets a barbecue sauce. He is a human cannibal. He killed people, cut them up and ate them. And prepared a barbecue sauce, his own recipe, and put the barbecue sauce on them and cooked them. And today he's marketing his barbecue sauce.
La sauce barbecue d'Otis Toole en vente, la recette en détail sur internet, rien d'étonnant à cela. Il existe tout un marketing autour des tueurs en série aux États-Unis. Alors ceci par exemple, c'est des cartes, comme par exemple en France on a les panini avec les footballeurs. Là il y a les trading cards, puisque c'est fait pour des échanges, où vous avez les tueurs en série les plus célèbres. Ed Gein qui a inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et le personnage de Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Ici vous avez un t-shirt d'un goût douteux qui est à l'effigie de John Wayne Gacy, un tueur en série gay qui a tué 33 adolescents et qui a été exécuté sur la chaise électrique dans l'Illinois. Un article que l'on peut trouver sur le net, au même titre que divers vêtements et accessoires. T-shirt à l'effigie de Charles Manson, qui s'est rendu célèbre pour avoir fait tuer Sharon Tate, la femme de Roman Polanski en 1969. T-shirt mais aussi sac de plage, mug, thé d'oreiller ou encore, le pire de tous, bodies et bavoirs en coton bio pour les bébés. Le fait divers fait vendre, c'est indéniable. Même les victimes peuvent en profiter. C'est le cas de Natacha Campouche, 22 ans. Cette Autrichienne enlevée à l'âge de 10 ans et séquestrée pendant 8 ans. Un temps, elle a animé un talk-show à la télévision. Et sa vie sera bientôt portée à l'écran. Kate Winslet a été contactée pour jouer son rôle. Autres films à venir en France cette fois-ci, Présumé coupable avec Philippe Torreton sur Alain Maréco, l'huissier impliqué dans l'affaire Doutreau, ou encore Omar Mathieu de Roche d'Izem avec Sami Bouajila dans la peau d'Omar Haddad. Et puis preuve s'il en était encore besoin de l'attrait pour le fait divers, le succès de l'exposition Crime et Châtiment, exploration du regard des artistes sur le mal au fil des siècles, présentée de mars à juin 2010 au musée d'Orsay à Paris. Dans la file d'attente, une dame nous confirmait l'intérêt du public pour le sujet. On est attiré par le crime. C'est peut-être même ça, c'est vrai que ça fascine un petit peu le crime, non? La fascination pour le crime a donc traversé le temps. Aujourd'hui, elle s'expose au musée. La pipolisation ultime du fait divers est décidément entrée dans les mœurs.